Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet vraiment délicat. Une forme de discrimination au travail qui n'est pas une insulte directe, pas une attaque frontale. Non, c'est beaucoup plus subtil. C'est ça, c'est comme un courant d'air froid. Une série de petits gestes, de silences, d'oublis qui, mis bout à bout, peuvent vraiment isoler une personne. C'est ce qu'on appelle la discrimination invisible. Mhm. Et pour que ce soit bien concret, on va suivre le parcours de Julia. C'est une jeune diplômée, très compétente, qui arrive dans son premier job. Et le seul détail, c'est que dans son équipe, elle est la seule femme de couleur. D'accord. Son histoire va nous servir de fil rouge pour décortiquer un peu ce phénomène. On va essayer de comprendre ce que c'est, pourquoi ça arrive, et surtout, on va voir comment y faire face. Oui, et c'est un sujet essentiel. Les chercheurs, ils ont un nom pour ça. Ils appellent ça les micro-agressions ou les micro-discriminations. Microagression. Oui. Et leur force, si on peut dire, c'est leur caractère subtil. C'est souvent non intentionnel. Et c'est ça qui rend la chose si difficile à nommer et à combattre. C'est vraiment un poison lent. Un poison lent, l'image est forte. Alors, justement, plongeons dans le quotidien de Julia pour que ce soit moins abstrait. Elle arrive dans cette boîte, elle est pleine d'énergie, elle a toutes ses compétences, et pourtant, dès le début, elle sent un truc. Une sorte de décalage. Voilà. Pas de l'hostilité, hein, mais ce qu'elle décrit comme une distance polie. Ses collègues, ils rigolent entre eux, ils se checkent, mais avec elle, c'est différent. Les sourires sont un peu figés, Le ton est plus formel. ultra formels, exactement. C'est souvent le premier symptôme, cette distance polie. C'est une façon de marquer une différence sans jamais le dire. Et c'est là que le psychologue Gerald Wingsu est intéressant. Oui, il définit les microagressions comme ça, des comportements, des paroles ou même des silences qui envoient un message dévalorisant. Le sous-texte, c'est souvent tu es différente ou on n'est pas tout à fait sûr de ta compétence. Et concrètement, pour Julia, ça se manifeste comment au jour le jour? Par une accumulation de petites choses. C'est ça la clé. Chaque incident, si on le prend tout seul, il paraît anodin. Excusable. Mais c'est la répétition qui crée le poison. Alors, donnons des exemples concrets. On a cette scène en réunion. Julia propose une idée pour un projet. Et là, Silence. Voilà, un petit silence, personne ne rebondit vraiment. 10 minutes plus tard, un collègue, un homme, reprend la même idée, mais avec ses mots à lui. Et là, tout le monde résiste. Ah ouais, super idée, c'est intéressant, il faut creuser. Ça, c'est un grand classique, non? Un très très grand classique. Et c'est dévastateur. Parce que ce qui est attaqué là, c'est pas la qualité de son idée. c'est sa légitimité. Exactement. C'est la personne qui la porte. Le message implicite, c'est quand ça vient de toi, ça n'a pas la même valeur. On invalide sa contribution, mais aussi sa place en tant que pro. Il y a autre chose qui est assez parlant. On lui donne systématiquement les tâches les plus administratives, jamais les dossiers stratégiques qui pourraient la mettre en valeur. Bien sûr. Et pire, quand on lui confie une mission, même simple, on lui explique les choses 3 fois de suite, très lentement, comme si elle était idiote. C'est hyper infantilisant. Tout à fait. Et si par malheur elle pose une question, on lui répond avec d'autres questions qui remettent en cause sa compréhension. Du genre, T'es sûr d'avoir bien suivi le process ou tu veux que je te réexplique depuis le début? on ne dirait jamais ça à ses autres collègues juniors. Chaque interaction comme ça, c'est une micro-invalidation. Ce qui est fou, c'est que si elle allait se plaindre en disant « on m'a parlé trop lentement », on lui rirait au nez, évidemment. La personne en face dirait « mais je voulais juste t'aider, m'assurer que tout était clair, etc. » Chaque acte est défendable, pris isolément. C'est le motif répétitif qui fait la discrimination. Et la victime se retrouve piégée. Complètement. Elle n'a aucune preuve. Alors elle finit par douter d'elle-même. Elle se dit « Est-ce que j'exagère? Est-ce que je suis parano? Le problème, finalement, c'est peut-être moi. » C'est un mécanisme de retournement très très puissant. C'est sidérant. Mais d'où ça vient? Est-ce que ça veut dire que ses collègues sont de mauvaises personnes, au fond? C'est toute la question. Et la réponse, c'est souvent non. Ce ne sont pas forcément des gens malveillants. Et c'est là que la psychologie sociale nous éclaire. Le premier mécanisme, c'est ce qu'on appelle le biais de similarité. C'est presque un réflexe animal. On fait plus confiance, on écoute plus attentivement les gens qui nous ressemblent, donc on peut discriminer sans le vouloir en fait. Absolument. Et le deuxième mécanisme, ce sont les stéréotypes implicites. Ce sont des associations d'idées qu'on a tous, ancrées dans notre cerveau par la culture, les médias. Par exemple, Par exemple, l'association « femme égale moins douée en tech » ou
Jeune égale incompétent. Ce sont des raccourcis mentaux qui influencent nos jugements, souvent à notre insu. Et dans le cas de Julia, tout ça se combine. Ça se combine et ça crée un cercle vicieux. Elle sent qu'on la juge à travers ses stéréotypes. Les chercheurs appellent ça la menace du stéréotype. La menace du stéréotype. Oui, en gros, elle sent qu'elle n'a pas le droit à l'erreur, qu'elle doit en faire 2 fois plus que les autres pour juste prouver qu'elle est à sa place. C'est une charge mentale énorme. Colossal. Et ce stress permanent, il peut finir par affecter sa performance, ce qui, ironiquement, va venir confirmer les préjugés inconscients de ses collègues. C'est un piège parfait. Mais alors, c'est presque impossible à combattre, si les gens ne sont même pas conscients de leurs propres biais. C'est tout le paradoxe. Le cadre légal interdit les discriminations directes, c'est une avancée immense, mais les biais, eux, n'ont pas disparu. Ils sont devenus plus souterrains, plus polis. Plus propre. Voilà. Et parfois, les personnes qui se croient les plus ouvertes d'esprit sont les plus aveugles à leur propre micro-comportement. Parce qu'elles se disent « moi, je ne suis pas raciste », elles ne se posent même pas la question de pourquoi elles ont coupé la parole à telle personne. Le danger, ce n'est pas l'hostilité, c'est la bonne conscience. C'est un tableau assez sombre. Pour une personne comme Julia qui vit ça, on fait quoi? On baisse les bras? On démissionne? C'est une option, malheureusement, et parfois c'est la seule pour préserver sa santé mentale. Mais avant ça, il y a des stratégies pour essayer de reprendre le contrôle. D'accord. La toute première, la plus fondamentale, c'est de documenter. Tenir un journal de bord. Pas des émotions, des faits. Date, heure, lieu, qui a dit quoi. De la façon la plus factuelle possible. Ah oui, notez ces réunions de 10 heures. J'ai proposé X, pas de réaction. 10h10, Marc propose la même chose. Réaction positive. Exactement. Ça doit être absolument épuisant de devoir tout noter comme ça. C'est le double tranchant. D'un côté, c'est crucial. Ça permet de passer d'un sentiment diffus de « je crois qu'on me traite différemment » à une observation factuelle d'un schéma. Ça valide sa propre perception. Ça permet de se dire non, je ne suis pas folle. Voilà. Mais de l'autre, vous avez raison, ça force à revivre chaque micro-humiliation. C'est une charge émotionnelle énorme. Giclée. Trouver un allié. Pas forcément quelqu'un qui va partir en guerre, mais au moins une personne dans l'entreprise, un collègue, un manager d'une autre équipe, quelqu'un qui reconnaît la qualité de son travail. Exactement. Qui vous le dit. Ce regard extérieur positif, c'est un antidote vital contre le doute. C'est une encre. Il y a aussi cette idée de rendre son travail le plus visible, le plus incontestable possible. Oui, c'est une stratégie de contournement. Puisqu'on ne peut pas compter sur la reconnaissance spontanée, il faut la forcer un peu. Bien nommer ses dossiers, faire des présentations carrées. Il s'agit de laisser des traces objectives de sa contribution, pour qu'on ne puisse pas l'ignorer. Et enfin, il y a la communication plus directe. Apparemment, Julia, avec le temps, a appris à utiliser des phrases très neutres, mais fermes. Par exemple, au lieu de se taire quand on lui pique son idée, elle a appris à dire « c'est intéressant que tu reviennes là-dessus, c'est justement ce que je proposais tout à l'heure. Comment on pourrait le développer ?» C'est très fort ça. La puissance de ces phrases, c'est qu'elles ne sont pas dans l'accusation. Jamais. Elles ne sont pas dans l'émotion. Intimité, et ça rend beaucoup plus difficile de continuer à l'ignorer. C'est une façon de reprendre le contrôle du récit. Tout ça est très utile, mais ça donne quand même l'impression que tout repose sur la victime. C'est à elle de documenter, de trouver des alliés, de changer sa façon de parler. C'est énorme. Quelle est la responsabilité de l'entreprise là-dedans? Elle est cruciale. La solution ne peut pas et ne doit pas reposer que sur l'individu. Une entreprise qui prend ça au sérieux doit agir sur le système. Pour casser les automatismes, comme vous disiez? Voilà. Et les actions, elles n'ont pas besoin d'être des révolutions. Par exemple, en réunion, un bon manager, il doit être un bon modérateur. Faire attention à titre la parole à qui? Et intervenir. Il peut aussi, et ça fait très puissant, valider publiquement les contributions. S'il entend une bonne idée, il peut juste dire « Boum, excellente suggestion de la part de Julia, on note ». Ça change tout. Ça donne une légitimité immédiate. Immédiate. Quand on entend ça, ça paraît tellement simple. C'est presque du bon sens. Et pourtant, ça arrive si peu. C'est rare parce que ça demande un effort conscient. Le mode par défaut, c'est de laisser nos biais piloter. Lutter contre, ça demande de l'énergie. Il y a d'autres choses simples, varier la distribution des projets importants, s'assurer que ce ne sont pas toujours les mêmes qui ont les bons dossiers. Et former les équipes, j'imagine. Former les équipes, oui, mais avec de vraies discussions, pas juste un e-learning. Et même faire attention à l'informel. Qui on invite à déjeuner? Qui est inclus dans la discussion à la machine à café? C'est souvent là que l'exclusion est la plus forte. Alors, si on devait synthétiser, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Je crois que l'image du poison lent reste la plus juste.
Cette discrimination est dangereuse parce qu'elle est diffuse, elle est niable. Elle n'attaque pas la personne de front, elle érode sa confiance, petit à petit. Et donc, face à des agressions subtiles, Les stratégies de défense doivent souvent l'être aussi. Il ne s'agit pas toujours de chercher la confrontation, mais de reconstruire sa légitimité professionnelle pierre par pierre. par la documentation, la visibilité, une communication affirmée, c'est une démarche de réaffirmation de sa place, en somme. Exactement. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, peut-être la plus importante. Si on accepte que ces biais sont largement inconscients, Et que des gens bien intentionnés peuvent en être les porteurs. Alors la vraie question n'est plus seulement comment se défendre, mais quelle est ma propre responsabilité. Chacun de nous devrait s'interroger activement qui j'écoute le plus en réunion, à qui je donne le bénéfice du doute, quels sont mes propres automatismes, mes distances polies. Mhm. le véritable changement, au-delà des politiques d'entreprise, il commence peut-être là, dans cette introspection individuelle. Pas toujours confortable, mais absolument nécessaire.